Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. David Abbassi avec vous. Comme d'habitude, nous sommes le dernier samedi du mois de mai. Je suis là avec vous. Alors, on va vous écouter encore. Comme vous savez, c'est notre travail depuis des années, n'est-ce pas? Alors, comment ça va? Vous allez bien? Il pleut ici, Paris 15e, studio de la radio ici maintenant, il pleut. Comme vous savez, vous pouvez nous écouter, nous regarder et partout dans le monde, bien sûr en tapant ici maintenant pour écouter, nous regarder partout dans le monde entier, 95.2 FM, radio ici maintenant, Île-de-France. Voilà. Restez avec moi. Tout à l'heure, j'ai un invité qui je l'attends, c'est Paul Kaya. Paul Kaya, c'est un ancien ministre d'État de Congo. Il était ministre de Congo dans les années passées, n'est-ce pas? Et ce soir, on va parler de l'Afrique, des conflits, des problèmes qui peuvent exister dans ce pays-là. Restez avec nous et c'est votre radio. Ici maintenant 95.2 FM. David Abbassi avec vous. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'Internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabassi.com, Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, mes chers amis, comme je vous ai déjà informé, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Paul Kaya, l'ancien ministre d'État de Congo. Et il est avec nous ce soir. En plus, il est venu avec Roger Bensadoun, mon ami de longue date. Roger Bensadoun aussi est avec nous dans le studio. Paul, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Paul? Eh bien, je me porte bien ce soir. C'est bien. On est très content de te recevoir ici maintenant, sur 95 de FM. Tu as 77 ans, mais tu es jeune, hein? Oui. Regarde, on dit quoi, Roger? On dit 40 ans, 45 ans. Alors, francophone, bien sûr, et tu étais étudiant aussi en France. Alors, tu retournes chez toi et tu deviens ministre. Oui. J'ai bien sûr, sans aucun doute, ton CV. Je sais tout ce que tu as fait. Mais j'aimerais bien, juste au départ de notre émission, toi-même, tu parles un peu pour nos auditeurs de toi-même. C'est qui Paul Kaya, s'il te plaît? Gérard, bonsoir Gérard. Tu es là, Gérard? Ouais, Et toi, nous avons Paul Kaya avec nous ce soir. je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Non. Alors, Congo. J'ai pas envie de le connaître. Ah bon? Ouais. Tu connais le Congo quand même? Je connais les Esquimaux, mais le Congo, je connais pas. Alors, Paul Kaya, tu vois, Gérard ne te connaît pas, beaucoup d'autres personnes. Je veux te demander de commencer à te présenter, s'il te plaît. Oui, je commençais d'abord par donner une précision, c'est que je suis du Congo-Brazzaville, parce qu'il y a deux Congos. Ex-Congo français. Oui, Voilà. Congo-Brazzaville qui est l'ex-Congo français, puisqu'il y a l'autre Congo qui s'appelle actuellement la République démocratique du Congo, qui est ex-Congo belge, c'est ce qu'on appelait autrefois aussi le Congo-Kinshasa. Moi, je suis de l'ex-Congo français, donc c'est le Congo-Brazzaville.
Ah, de toute façon, Congo, c'est Congo. Maintenant, c'est Congo-Brazzaville. Alors, mon cher Paul Kaya, quelle année vous étiez ministre de votre pays? Je suis devenu ministre pour la première fois en 1963. Oh là là, 63. Oui, T'avais quel âge à l'époque? 30 ans juste. Oh là là, toi, Roger? Voilà. En plus, Didier Deplège, notre président, mon ami de longue date, on est très fiers de Didier parce que Roger Ben Sadoun connaît bien cette radio. Roger, il était avec nous quand j'avais Pierre Marion comme invité. Roger Ben Sadoun. Alors, Didier Deplège, il a créé cette radio depuis environ 30 ans, Paul, et c'est le seul radio qui donne la parole aux gens. C'est-à-dire l'individu qui nous écoute, il a la parole. Et pour la plupart des fois, c'est l'individu qui nous écoute. Il a plus de parole que nous. C'est-à-dire cet espace que Didier il a créé depuis déjà une trentaine d'années, soulage et apprendre aux gens. Tu sais, c'est-à-dire la radio, elle est devenue comme une école. De temps en temps, quand je voyage partout dans le monde, actuellement grâce à l'Internet, tout le monde nous écoute. Surtout, il y a certaines émissions que Didier lui-même, il gère. C'est les vagues des ovnis. Et la radio, depuis déjà 30 ans, il a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire à la place qui était assis, ici et maintenant, beaucoup de gens qui sont venus et partis. Alors, la dernière, c'est notre ami, qu'on va rappeler le souvenir de cet ami qui était très, très cher pour nous tous, c'est Roger Ernoult. Le Roger Ernoult, le frère de Charles Ernoult, mon ami, notre ami, qui est disparu juste au départ de printemps de cette année. Roger aussi, il était plusieurs fois mon invité, mais malheureusement, Charles, je n'ai pas pu l'inviter. Charles Ernoult, non, puisque après l'histoire de Greenpeace et tout ça, même il n'avait plus envie de parler. Mais pourtant, Pierre Marion, qui était le patron de DGSO par lui, bien sûr, il est venu ici, il a parlé, mais Charles, non. Mais malheureusement, nous avons perdu Roger Ernoult, qui pour moi c'est un ami très très cher. Je vois que même Roger Ben Sadoun va parler pour faire revivre le souvenir de Roger Ernoult, mais on ne va pas pleurer ce soir. Alors David, tu as cité 2 fois Pierre Marion, et je te signale que Pierre Marion est décédé. Quand? Eh bien, ces jours-ci, il y a quelques jours. Oh là 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 là. Voilà, bon, c'est une triste nouvelle, mais il fallait que je te le signale, parce que, justement, nous avons un excellent souvenir. Voilà. Hein, j'étais ici avec lui, hein, et je me rappelle d'une soirée qui a duré très tard dans la nuit. Voilà. Bon, bah, maintenant, ça y est, Pierre est parti, voilà, et la vie continue. La vie continue, voilà. La vie continue. Roger nous a quittés. Il était le président de l'amicale de souvenirs de Charles Ernoult. J'en étais le vice-président. Pour l'instant, nous n'avons pas de président, mais il appartient toujours au vice-président de maintenir la barque à flot. C'est ce que je vais essayer de faire jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections au mois d'octobre pour désigner le président. Voilà. Oui, alors Pierre Marion aussi, c'est triste, vient de m'informer. Ouais. Hein. Je sais qu'il était malade récemment avec sa femme dans le sud de France. Sa femme est américaine, comme tu sais. Ouais. La gentillesse qu'il a eue l'autre jour de venir ici, spécialement pour mon émission, je ne l'ai jamais oublié, Paul. Parce que Pierre Marion, il a pris l'avion et il est venu à Paris, aux Champs-Élysées, 66, mon bureau. On a mangé là-bas. Et il m'a dit que David, j'ai loué une voiture de l'aéroport pour arriver à l'heure. Je n'ai pas voulu prendre le taxi. Ouais. Et on est venu ici à la radio. Même on a pris des photos avec Didier, avec ma fille, avec Pierre, avec toi, Roger. Et au départ, il voulait rester qu'une heure avec nous. Après, il est resté pendant 4 heures. Et avec sa femme.
En plus, il était âgé à l'époque aussi, il était malade sûr, aussi, sûr, mais bien sûr. Mais c'est un homme de courage, c'est un ami, et toujours, voilà. Et Gérard, est-ce que toi te rappelles de ça? Gérard, il est parti, je crois qu'il a laissé sa place à quelqu'un d'autre. De toute façon, on va continuer à écouter notre invité Roger Bensadoun, si tu es d'accord, Paul Kaya, Ah, bien sûr. parce qu'il a commencé de C'est parler. notre invité, Voilà. d'abord, avant toute chose. Voilà, avant toute chose. En plus, il était devant la porte, il dit, et moi j'étais devant la porte, mais on ne le voyait pas. Et c'est pour ça que depuis 11 ans... Non, mais tu l'as pas mis à la porte, hein, je Non, précise. j'étais devant la porte. Non, non, il était devant la porte aussi. Bien sûr. Alors, Paul Kaya, la situation de Congo-Brésil, actuellement, c'est comment? Toi, tu soutiens le régime, tu es neutre, tu es opposant. Qu'est-ce que tu en penses du régime actuel qui gouverne dans ton pays? Eh bien, mon pays a un régime républicain comme beaucoup de pays africains. Je suis un citoyen de ce pays, donc ancien membre de gouvernement. Je suis automatiquement intéressé par la marche de ce pays sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan culturel. Ma position personnelle est comme celle de tout être humain, dans ce sens que les affaires de mon pays m'intéressent, mais je ne suis pas un militant politique, ni dans le pouvoir, ni dans l'opposition, mais je suis un citoyen qui suit toutes les affaires du pays. Excellent. C'est-à-dire tu suis les informations qui viennent de ton pays. Oui. Alors, est-ce que c'est satisfaisant ou non? Mais C'est-à-dire quand tu dis démocratique, républicain, Congo, le peuple sent ça ou non? Ils sentent ces deux choses que tu viens de dire? les gens le sentent en fonction de leur tempérament, de leurs objectifs et de ce qu'ils veulent. Et voyez-vous, un régime est diversement senti par tous les gens de son pays. Même ici en France, vous voyez, la manière dont un membre du Parti communiste sent le régime actuel n'est pas identique à ce que sentirait un homme comme M. Le Pen. Donc c'est tout à fait différent. Il y a une gamme très importante des choses. Donc en ce qui concerne les pays africains, en particulier en ce qui concerne le Congo, moi, je me réfère à mes amis et à mes parents pour dire que nous savons qu'il y a un gouvernement, mais il n'y en a pas deux qui ont la même sensibilité sur tout ce qui se passe au pays. Est-ce que l'histoire des tribus, ça compte beaucoup là-bas, chez toi? Oui, l'histoire du tribu, ça compte beaucoup dans ce sens que la tribu étant une cellule de, de l'humanité, dans cette cellule, on discute, on pense, il se crée des solidarités, et ces solidarités se traduisent sur le plan économique, sur le plan culturel et même sur le plan politique, ce qui fait que la notion de tribu est assez importante au Congo. Alors, nous sommes avec Paul Kaya, l'ancien ministre d'État de Congo, mais bien sûr, il a vécu pendant beaucoup de temps. Il était à Côte d'Ivoire, en France aussi, bien sûr, mais pour la plupart de 77 ans, pour la plupart des fois, tu étais en France, à Congo, à Côte d'Ivoire, non? Non, le plus gros de mon temps, je l'ai passé en Côte d'Ivoire où j'ai travaillé pendant 30 ans Oui. à la tête d'une organisation de coopération économique interrégionale. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais là-bas exactement, alors? Eh bien, C'était quoi cette organisation? L'organisation s'appelait le Conseil de l'Entente Oui. et il avait pour but d'organiser une coopération économique entre 5 pays du centre-ouest africain, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Togo et le Bénin. D'accord. Alors ces 5 États se sont réunis pour former une espèce de laboratoire économique et de coopération que j'ai animé pendant 30 ans. Et c'était géré par qui, cette organisation? Mais la gestion, il y avait un secrétariat que moi, je dirigeais. C'est toi qui dirigeais. C'est moi qui le dirigeais, mais sous la direction des chefs d'État et d'un président en exercice. Et ça existe toujours, cette instance, cette organisation? Cette organisation existe toujours, oui. Oui. Et le résultat du travail, c'est satisfaisant? Le résultat du travail était vraiment très satisfaisant dans ce sens que le président Houphouët-Boigny, qui est un homme vraiment très réaliste sur le plan politique comme sur le plan économique, avait fait de cette organisation une espèce de laboratoire où on testait beaucoup d'idées
avant de les passer au niveau presque au niveau interafricain. C'est ainsi que l'expérience que nous avons eue au Conseil de l'Entente depuis plusieurs années a servi à mettre sur pied l'Union monétaire ouest-africaine, la CEAO, qui a pu travailler et démarrer sur des bases assez solides, fort de cette expérience, d'autant plus que les pays membres du Conseil de l'Entente sont tous membres de cette organisation ouest-africaine. Excellent. Nous sommes avec Paul Kaya, l'ancien ministre congolais, Congo-Brazzaville, bien sûr. Restez avec nous et vous écoutez votre radio ici maintenant. Alors, Paul Kaya, tu sais, Roger Ben Sadoun, il est dans le Facebook. Et tu sais, Roger, grâce à Facebook, tout le monde peut nous regarder maintenant. Ici maintenant est diffusé également sur l'Internet, ici maintenant.info. Les gens peuvent nous regarder, écouter dans le monde entier, et en même temps sur Facebook. Alors, ils vont voir ma tête. Regarde, toi, ta tête là, c'est comme ça. Hein? Ah bon? Regarde. Oui. Tu es bon, à ton avis? Oui. Alors, justement, permettez-moi, mes amis, de parler un peu aussi de Pierre Marion, si il est décédé, que je n'étais pas au courant. Ouais. L'information est d'aujourd'hui. Hein. C'est d'aujourd'hui. Elle est toute récente. Hein. C'était dans le Figaro ce matin, Oui. Dans l'avis de décès. C'est pour ça que ça tombe, enfin, si je peux dire, puisqu'on en parle, il fallait la donner, cette information. Ah, j'ai vu, tu sais, tout à l'heure, j'avais une photo, un article dans un journal perse, ma photo avec mon ami Didier Doplège et Pierre Marion. Ouais. Tout à l'heure, quand j'ai tiré mon casier, je voyais cette photo-là, cet article en première. Ouais. Je crois que c'est Claudine qui nous a mis là-bas, pas Claudine que tu le connais, maman qui est là, c'est elle qui l'avait mis puisqu'elle était au courant. Alors, elle voulait, comme c'est passé le message pour moi, elle. Alors, Paul Kaya, si tu permets, on va laisser Roger Ben Sadoun, parce que tu sais, Roger Ben Sadoun, il a travaillé avec plusieurs ministres aussi. Oui. Voilà, il connaissait aussi bien Pierre Marion que beaucoup d'autres ministres. Hein. On va le laisser parler un peu. Non, déjà, de Pierre Marion, qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi. Non, simplement, je voudrais ajouter quelque chose en ce qui concerne Paul Kaya. Je voulais dire que Paul Kaya a beaucoup travaillé en Afrique. Ouais. Ses mérites ont été reconnus largement, et ses qualités aussi, mais non seulement en Afrique, mais en France, puisqu'il est officier de la Légion d'honneur. Excellent, ça. Voilà. Bravo. Merci de nous préciser ça. C'est excellent. C'est ce que je voulais te dire. Voilà, merci. Alors, Roger, s'il te plaît, oui. Tu parles un peu de toi aussi, puisque ça fait longtemps que tu n'étais pas sur mon antenne, sur notre antenne. Déjà, c'est qui Roger Ben Sadoun. Après, je veux bien que tu parles un peu de Pierre Marion, un ami très très cher qui vient de nous quitter, quelqu'un qui a servi la France, surtout dans une période assez importante. Tous les bouquins qu'il a fait, toutes les tâches que François Mitterrand il avait confiées, il avait fait ce n'est pas seulement pour la sécurité de la France, mais pour la sécurité du monde, parce que les négociations que lui-même il a menées avec les Palestiniens et avec les Israéliens, et surtout quand il était ici maintenant avec moi, Pierre Marion, comme patron de DGSO français, il m'a dit que même Moussad, plusieurs fois, il avait pris contact avec lui en disant que monsieur, s'il vous plaît, allez dire ça à notre Premier ministre, dire ça à notre président, puisque nous, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire, Pierre Marion, c'était quelqu'un qui, même des États forts comme Israël, il faisait confiance à cette personnalité et il le missionnait pour les intérêts du quartier, pour la paix du quartier, c'est-à-dire puisqu'il était patron de DGSO et c'était le service de contre-espionnage français qui travaillait à l'extérieur du pays. De tout ça, je veux bien docteur Roger Ben Sadoun, parce que tu sais qu'il est médecin, mais il a laissé tomber la médecine. Oui, non, mais je suis retraité maintenant. Retraité. Alors j'ai tourné la page. Non, ce que je voulais dire surtout en ce qui concerne Pierre Marion, c'est que c'était avant tout un humaniste. Voilà, et qu'à partir de ce moment-là, on a beaucoup plus de facilité dans les relations humaines. Et c'est ce qui lui a permis de s'introduire dans tous les milieux internationaux du renseignement, tout particulièrement, et à plus forte raison avec les Israéliens.
Et il a traité toutes les affaires avec beaucoup d'humanité, beaucoup de compréhension, si bien qu'en définitive, il était admis par tous les peuples et tous les responsables des services secrets. Voilà. Je crois qu'avec lui, on a vécu de très grands moments. Mitterrand lui avait fait confiance, et il a eu raison d'ailleurs. Et puis ensuite est venu l'âge de la retraite. Mais il n'a pas cessé pour autant de s'occuper des affaires assez sensibles, si bien que ce que je puis te dire, c'est que quand on était en difficulté, je parle surtout au niveau du renseignement, on s'adressait toujours à lui, quoi qu'il en soit. Voilà. Non, c'était un homme de confiance. Oui. Et même, je me rappelle, Roger, pourtant, il était désigné. Et il était employé par François Mitterrand. Oui. Mais il m'a dit plusieurs fois, François Mitterrand, comme président, il a demandé des choses, il ne le faisait pas. Oui. Il ne le faisait pas, puisqu'il disait, monsieur, ce sont des affaires personnelles, ça ne concerne pas la France. Oui. Ça, c'était fort, ça. Hein. Ce que j'allais te dire, c'est d'abord un serviteur de l'État. Hein. Voilà, hein. Bon, et puis bien sûr qu'il pouvait rendre des petits services, Oui. bien sûr. Mais dans l'affaire, tu as parlé tout à l'heure du Raymond Varian, Oui. je ne crois pas que Marion ait été mêlé à cette affaire-là. J'ai pas l'impression. Hein. Non, c'est ça qu'on a dit. Même Charles Hernoux, comme ministre de la Défense de l'époque. Non, ça s'est fait en dehors de Charles. Voilà. Il s'est trouvé impliqué dans cette affaire parce qu'il était ministre de la Défense, bien sûr. Mais il a fallu qu'il gère, hein, et puis qu'il a pris la responsabilité. Mais en réalité, il n'est pas à l'origine de cette affaire-là. Ça s'est fait alors qu'il était à Villeurbanne. Le projet avait été élaboré par le président lui-même, et puis les gens qui étaient très proches de Charles Hernu, mais en dehors de lui. Il y a eu des erreurs de fait, ça il a reconnu d'ailleurs. Et puis ensuite, l'affaire a mal tourné. Et là où ça a vraiment mal tourné, c'est quand il avait pris la décision, devant moi, de quitter le gouvernement. Et je lui avais dit d'ailleurs... Devant toi. Ah oui, oui, il me l'a dit. Tu étais présent. D'abord, il était chez moi. Quand Fabius l'a appelé, il était chez moi. Bon. Et il m'a dit, ben, ça y est, je sais pourquoi il veut me voir. Donc, j'ai dit, mais alors surtout, ne démissionne pas. Oui, il m'avait dit, mais je veux sauver le président. Je dis, mais le président, il n'a pas besoin de ça. T'inquiète pas. Alors, il m'a parlé d'un futur Watergate. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec le Watergate, ça n'a rien à voir. Bon, et je crois qu'il a pris peur et il a regretté, mais beaucoup, très amèrement. Il a regretté de démissionner. Oui, oui. Plus tard, il a regretté, bien sûr. Bon, parce qu'il s'est rendu compte qu'en définitive, il s'était fait avoir par Fabius, en particulier, qui était Premier ministre. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Alors, moi, j'ai une interprétation un peu particulière, peut-être, mais qui est tout à fait personnelle. On peut le dire, peut-être. Bien sûr, pas de problème. Hein, pas de secret. C'est une radio libre. Hein. Bien sûr, Roger. Bon, je pense qu'on a eu un peu peur, surtout dans l'entourage de Fabius, parce que Charles Hernu avait raconté un peu partout, il me l'avait dit déjà, moi, plusieurs fois, qu'il avait eu l'intention de se présenter à la présidence de la République en 1988, si François Mitterrand ne se présentait pas. Fabius, il avait dit ça. Non, c'est Charles Hernu. Ah, Charles Hernu. Charles Hernu qui avait dit ça. D'accord. Or, il se trouve que Charles Hernu avait non seulement l'oreille de tous les militants socialistes, mais aussi de la droite, et en particulier de Dassault, de Madame, la grande patronne de L'Oréal, avec qui il était très bien, c'est-à-dire les grands chefs d'industrie de droite. Et je pense qu'à ce moment-là, Fabius, qui savait que Charles Hernu était un homme qui était d'origine modeste, autodidacte, exactement, qui ne sortait pas de l'ENA surtout, il s'est dit, mais c'est pas possible qu'on ait un jour un président de la République qui ne sorte pas du sérail. C'est-à-dire, tu veux dire que c'était un coup monté? Absolument.
bien sûr. Qu'est-ce que tu as de nouveauté à nous dire ce soir, Roger Benzano? S'il te plaît. Écoute, ce que tu sais que tu n'avais pas dit non, ça, jusque c'est ce une jour-là. c'est une- Surtout, nous venons de perdre Pierre Marion aujourd'hui. Ouais. Et Roger Ernaud, ça y est, il est parti des yeux de moi. S'il te plaît, qu'est-ce que tu sais encore de plus concernant cette complot? Parce que comme tu peux constater actuellement, même notre ami Laurent Fabius, il est écarté oui. c'est-à-dire, il avait l'ambition de devenir président, mais c'est oui. fini pour lui, tu vois. Lui-même, il le sait. Alors, toi, qu'est-ce que tu as de nouveauté à nous dire? Parce que, comme tu sais bien, on n'avait pas relâché Charles Ernoult, même après sa mort. L'histoire de l'Express, le procès qu'on a fait, et oui, tout ça. mais David, on n'a pas lâché Charles pendant 1 an, 2 ans, quoi. Effectivement, il représentait encore le Parti socialiste, bien sûr. Mais petit à petit, à partir du moment où il n'était plus ministre, il n'était que député. Même Mitterrand n'a jamais fait appel à lui après, hein, pour les affaires, en particulier pour les affaires de défense. Il avait peu de relations avec les successeurs au ministère de la Défense. J'en parle en connaissance de cause, parce que tu connais mon imbrication dans les affaires militaires, hein, ayant fait l'Institut des hautes études de défense militaire, travaillant encore à l'école militaire, dans une revue qui s'appelle la Revue Défense. C'est toi qui... Je travaille toujours, oui, à la Revue Défense. Hein. Et je sais que Charles Ernu, petit à petit, on ne faisait plus appel à lui. Il était maire de Villeurbanne, bien sûr, mais sans plus, c'est-à-dire qu'il avait une activité tout à fait locale et régionale. Et je crois qu'il s'en est jamais remis. Voilà, alors, c'est tout ce que je peux dire. Je crois qu'il a espéré un jour faire une très grosse carrière, mais quand il s'est rendu compte que cela n'était pas possible, eh bien, il a, comment on dit, un peu, il s'est emmêlé dans les tapis, quoi. Voilà. Il y a eu plusieurs faits qui l'ont démontré par la suite. Et puis, il y a eu aussi le problème tout à fait privé, où il avait lâché sa compagne avec qui il était depuis plus de 10 ans, près de 15 ans d'ailleurs, que j'ai très très bien connu, pour se marier avec une jeune femme qui avait à peu près 30 ans de moins que lui, dont il était tombé follement amoureux, puisqu'il m'a dit un jour à moi personnellement, j'ai envie de lui faire un enfant. Oh là là. Voilà. Ce qui aurait été possible. Il a fait ou non? Ouais, non, il a jamais fait, non. Non, mais il avait déjà... une Mazarine. Il avait 4 garçons, je crois. 4 garçons, oui. Oui. Un avec sa première femme, Patrice, et puis il a eu des jumeaux, et puis un autre, paraît-il, que je ne connais pas. Mais il faut quand même rappeler que Charles était un tombeur. Hein, oui, c'est vrai, ça. Tout le monde disait ça. Hein. Et moi, je lui ai connu 5 femmes. Alors, c'est un homme qui était extraordinaire, parce que dès qu'il connaissait une femme dont il tombait amoureux plusieurs fois, Il se mariait. Il se mariait. Il était pas honnête, hein. Un jour, je lui ai dit, mais il se mariait tout de suite. Hein, voilà, tout de suite. Il divorçait, il se mariait. Hein, il s'est marié en particulier avec l'ancienne directrice de Radio Monte-Carlo, Jacqueline Chabridon. Oui, il s'est marié avec elle. Elle m'a dit un jour, tu sais Roger, on n'est pas resté longtemps mariés, je crois qu'ils sont restés 6 mois mariés. Tu vois. Non, c'est un homme extraordinaire. Puisqu'il c'était un homme politique, tu sais, il surveillait ses actes, voilà. Oui, bien sûr, mais enfin, c'était amusant, quoi. Mais Paul Caillat, vous avez connu Charles Ernoult, Pierre Marion, non? Non, je les ai connus simplement à travers la presse, mais personnellement, non. Mais vous avez connu Roger Ernoult? Bien sûr. Roger. Roger, oui. Alors, oui, c'est moi qui l'ai amené à l'association, je te signale. Oui, je me rappelle, c'est vrai. Et encore, cet après-midi, il me disait, j'adore cette association parce que c'est un autre monde pour moi et que j'aime beaucoup.
Et c'est vrai. Alors, tu peux dire que c'est l'association de souvenirs Du souvenir de Charles Hernu. dont tu fais partie toi-même. Voilà. Et président d'honneur, c'était François Mitterrand. Voilà. Et le président, c'était Roger Ben, le Hernu. frère de Charles Hernu. Et toi, tu étais vice-président. Après avoir été trésorier pendant 15 ans. Voilà, trésorier. Et tu gérais bien, non? Tu trouvais toujours des restaurants pas chers. Et on mangeait bien, et on mange bien. C'est-à-dire que j'étais chargé de trouver toujours une salle qui nous accueillait, dans laquelle on pouvait dîner, mais aussi les conférenciers. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi. Donc Marion, c'est moi qui l'ai amené. Le président des journalistes sans frontières aussi, je l'ai amené. Qui d'autre et d'autres aussi qui sont alors puisque tu viens de nous dévoiler ce soir l'histoire, le conflit caché entre Laurent Fabius contre Charles Hernu, c'est-à-dire ça c'est très intéressant alors de dire à nos auditeurs ce soir que Charles Hernu avait décidé de se présenter aux élections présidentielles en 88. Si Mitterrand ne se présentait pas. Voilà. Alors ça c'est très intéressant de nous donner plus d'explications, c'est-à-dire toujours cet conflit de pouvoir dans le Parti socialiste. Ça existe. Parce que récemment, on a pu constater avec Ségolène Royal et les autres. Mais on va aller jusqu'à eux éliminer l'individu. C'était de nature différente, il faut dire. À l'époque, Fabius faisait figure de dauphin. Il faisait figure de dauphin parce qu'il avait été choisi par François Mitterrand parce qu'il sortait de l'ENA. Qu'il était de bonne famille, il faut reconnaître aussi, avec une fortune personnelle. Donc, il était dans son environnement, il était l'homme qu'il fallait. Puis il venait de l'ENA aussi. Tandis que Charles Hernu, c'était le compagnon de route de François Mitterrand, le militant de base, qu'il a toujours été. Il a été, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il avait été député en 1956, mais à l'époque, il était mendésiste, il était avec Mendes France. Et puis, petit à petit, il a monté la commission de la défense au sein du Parti socialiste. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvé auprès de lui en 1972. Il avait fait appel à moi parce qu'il connaissait mes compétences en matière militaire. Et puis, petit à petit, il s'est spécialisé justement dans les problèmes militaires, dans les problèmes de défense. Et le poste de ministre de la Défense devait lui revenir tout naturellement, bien sûr. Voilà. Et il était tellement sûr de rester comme ministre de la Défense pendant tout le mandat de François Mitterrand qu'un jour, il m'a dit, tu vois, je serai le ministre de la Défense qui aura duré le plus longtemps. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas passé de la même façon, puisque il y a eu cette affaire du Rainbow Warrior, qu'il a coulé complètement, si on peut dire, sans faire ce jeu de mots, mais qu'il a coulé tout à fait. Voilà. Et à partir de là, je crois qu'il a jamais accepté sa nouvelle situation, parce que quand on est ministre, évidemment, on a deux voitures, on a des chauffeurs, on a du personnel autour de soi, on est très respecté, très honoré aussi. Et puis toujours au lendemain, tout ça a disparu, sauf que, bien sûr, il a été le maire de Villeurbanne, et ça a été un excellent maire, d'ailleurs très apprécié de tout le monde. Surtout que chaque année, on fait beaucoup pour lui, le 16 janvier, à Villeurbanne. Alors, comme je l'ai dit déjà aux membres de l'association, j'espère qu'un jour, la mairie de Paris saura l'honorer comme il faut et reconnaître également les mérites de Charles Hernu, puisque j'ai demandé à la mairie de Paris de donner le nom de Charles Hernu à une place ou un carrefour. Je pense que c'est lui rendre l'hommage qu'on doit lui rendre à un homme qui a fait beaucoup pour l'armée. Et comme les militaires, il l'aime beaucoup. Il aime beaucoup à l'heure qu'il est. Tous les militaires aiment Charles Hernu. C'est ce que j'ai te dire, comme je fréquente toujours l'école militaire, je puis te dire que quand je parle de Charles Hernu, on me dit ça a été un grand ministre, certainement le meilleur qu'on ait jamais eu. Voilà. À l'heure qu'il est. Donc,
bon, il ne faut pas oublier, c'est une chose, c'est qu'il a modernisé l'armée. C'est lui qui a introduit les femmes dans l'armée. Encore que les femmes étaient dans l'armée dès 1945, et j'en parle en connaissance de cause, puisque ma femme a été engagée militaire en 1947, Ah bon? en 1945, pardon, et qu'elle vient d'avoir la Légion d'honneur après avoir eu la médaille militaire. Bravo. Parce qu'elle est blessée, elle était une invalide de guerre, puisqu'elle a fait l'Indochine également, elle était blessée au-dessus de Dien Bien Phu, elle était dans l'armée de l'air. Voilà. Voilà, Paul Donc, Kaya. je profite de la, De la situation. parole m'est donnée pour diffuser dans le monde entier voilà. que je suis fier d'avoir une femme maintenant qui a la Légion d'honneur comme moi. Ah oui, parce que tu sais bien qu'elle est en train de nous écouter. Voilà. Et tu sais très très bien que tout à l'heure, quand on va rentrer à la maison, alors pour qu'elle t'ouvre la porte, il faut qu'elle te donne un peu de compliments. Non? Oui. Non, c'est pas ça. C'est parce que maintenant je suis sûr qu'elle était à égalité avec moi, tu comprends? C'est ce qu'on appelle l'égalité des sexes. Tu es une femme très charmante, Ouais. et je le salue, mais pas, Voilà. par notre antenne. Alors, Bon, Paul voilà, Kaya. alors, je voudrais qu'on parle de Paul Kaya parce Voilà. qu'en fait c'est lui l'invité principal. Voilà, tu vois, Voilà. alors Voilà. Paul Kaya, tu peux constater qu'en France, il y en a un énorme problème depuis toujours dans les partis politiques. Et surtout, tu sais, pour la plupart des gens sont contre la droite, mais c'est la gauche qui est toujours, il a des problèmes, surtout Parti socialiste. C'est-à-dire, Parti socialiste, seulement la seule personne qui a pu réunir une grande majorité de gauche, c'était François Mitterrand. Et après François Mitterrand, nous pouvons constater que d'abord, le Parti socialiste n'a pas pu se réunir au même. Alors, laisse tomber de d'autres fédérations de mouvements, partis socialistes qui étaient à droite à gauche, que Mitterrand, il a pu fédérer tous ces partis-là pour pouvoir gagner son élection. Alors, vous, comme un homme politique, surtout que vous avez géré ministère d'État, est très important. Est-ce que le service de renseignement aussi était sous vos ordres à l'époque? Non, pas du tout. Le service de renseignement était sous les ordres directs du chef de l'État lui-même, du président de la République. Ah bon? Oui, au Congo, oui. Quand j'étais Et c'est toujours? C'est toujours le cas jusqu'à présent. Alors, je voulais d'ailleurs apporter une petite nuance à propos de ce que vous avez dit de M. Charles Hernu. Oui. Et je l'ai connu, c'était un très bon socialiste, un homme discipliné et qui aimait François Mitterrand, c'était son ami. Donc, il n'avait pas décidé de se présenter aux élections présidentielles en 88, mais il avait envisagé de le faire si le président Mitterrand ne se présentait pas. C'est différent de ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il avait décidé de se présenter en 88. Ah, voilà. Il avait envie, mais malheureusement, il a annoncé ça quelque part. Il y avait d'autres candidats qui ne voulaient pas que Charles entre dans cette champ de combat. C'est-à-dire, il a diffusé l'information avant d'être sourd de trucs. Et voilà, le commenter. Et quand Roger Luc, il avait conseillé, quand il était chez lui, à la maison, de ne pas démissionner, puisque même j'ai entendu, on disait que c'est Mitterrand qui l'avait demandé de démissionner, mais comme Roger Luc a dit, non, Mitterrand, il était Mitterrand, il était fidèle avec deux personnes, Roland Dumas et Charles Reynaud, n'est-ce pas, Roger? Voilà, mais il faut reconnaître une chose, c'est que Mitterrand ne l'a pas retenu. Oui. Il a dit, vous faites ce que bon vous semble. Voilà, c'était Mitterrand ça aussi. Hein. Mais il ne l'a pas retenu du tout. Il a peut-être été déçu aussi de ce côté-là, il faut bien reconnaître aussi. Hein. Voilà. C'est-à-dire, il avait envie d'entendre bouche de Ah ben monsieur, oui, moi je pense que si Mitterrand lui avait dit, je n'accepte pas votre démission et vous restez, je pense qu'il serait resté. Mais il attendait de la part de Mitterrand, il attendait qu'il lui dise non, je n'accepte pas votre démission. Il a dit, vous faites ce que bon vous semble, par conséquent, vous avez envie de démissionner, vous démissionnez. Et c'est là où il a été profondément déçu et très amer. Bon, il a reçu une ovation après de la part des militants du Parti Socialiste, il faut reconnaître, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré. Non, parce que Fabius d'une part et Jox d'autre part aussi. Hein, ils ont Jox aussi, il était dans le camp de Fabius. de Fabius, oui. Ouais, bien sûr. Bah, ce sont deux énarques, hein. Tu comprends? C'est pour ainsi dire
si tu veux, l'école Léana, qui était toute maîtresse dans la vie politique française à l'époque, et même maintenant d'ailleurs encore, qui tenait le terrain et qui ne voulait pas perdre justement leur précaré, pour ainsi dire. C'est tout. Alors, Paul Kaya, vous étiez également ministre de l'économie. Pendant combien de temps? Eh bien, la première fois, c'était pendant 2 ans. Oui. Et la seconde fois, ça a été pendant 3 ans. Alors, comment ça se fait que dans certains pays, même ici en France, on peut constater, l'individu, il est ministre de l'État, il devient ministre de l'économie, le lendemain peut-être ministre de la Défense, ministre de la Santé. Pardon, je suis un peu enrhumé. Alors, au moins, un peu de professionnel, et ça ne demande pas d'être ministre. Je ne parle pas de vous, hein, de choix qui peut exister dans le monde entier. Oui. Par exemple, on bascule les ministres d'ici ailleurs, d'ailleurs ici, mais le fonction qu'ils prennent en main, ce n'est pas dans les études qu'ils ont fait exactement, tu vois. Oh non, dans les pays africains, c'est surtout en fonction de leur capacité, des études qu'ils ont faites. Parce qu'en fait, dans les pays africains, la politique, l'animal politique, c'est le chef de l'État. D'accord. Les ministres occupent tous des postes qui sont des postes techniques. On nommera aux finances une personne qui s'y connaît en matière de finances, qui a fait sa carrière dans les finances. On nommera à la justice un magistrat ou un avocat. Et à l'éducation nationale, c'est généralement un enseignant qui est nommé. Parce que les États africains sont des États qui sont encore assez jeunes, de telle sorte que c'est une personne qui a fait ses preuves dans un domaine. J'y ai vu, ce que j'y ai vu, ce que les gens ont vu du comportement des Français et notamment de la mafia Afrique et des comportements de Total et d'Elf et de la mainmise des militaires français, là-bas je peux vous assurer que c'était pas très très joli. Et tout ça avec la complicité des gouvernements socialistes qui se refilaient le bébé des gaullistes et des réseaux focards et des accointances de tonton Mitterrand avec son petit fiston. Moi je renverrais tout simplement au travail qu'a fait notamment un spectacle qui a été repris du procès Total et Elf, qui montre bien la manière dont les choses sont passées avec les complicités des petits copains de tonton François. Donc moi je me dis que si les auditeurs ont envie d'avoir un espèce de panorama sérieux de ce qui se passe en Afrique et des incohérences des militaires avec les intérêts bien compris de l'impérialisme français, ils ont intérêt à se reporter sur les travaux de feu François-Xavier Verschave et de s'intéresser à l'association Survie qui fait un travail assez exceptionnel depuis quelques années, qui malheureusement n'est pas mis au devant de la scène pour des intérêts dont on comprend bien qu'ils sont très peu abrités. Et bien évidemment, si on pouvait parler des heures et des heures, je sais pas, d'extraction des minerais, de la manière dont le pétrole est conquis, à quel prix, comment s'extrait l'or au Congo, ou enfin plus particulièrement en Angola, on pourrait en parler des heures, mais enfin en tout cas, les intérêts français sont très bien représentés, je ne me fais pas pour eux, mais surtout je m'en fais pas pour la petite bourgeoisie française qui en profite très largement en redistribuant hélas des miettes à la population française qui se sont très peu concernés par ce qui se passe là-bas et qui est une catastrophe planétaire et qui fera bien évidemment de l'Afrique en général la poubelle de notre monde. Et j'en suis bien malheureusement bien triste. Voilà, donc je vous laisse sur tout ça. Merci Paul, merci Paul. Farid, bonsoir. Anita, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aurais voulu poser une question à M. Kaya. Oui. Pouvez-vous nous dire à quel moment vous étiez au gouvernement, à quelle période, s'il vous plaît, sous Sassou Nguesso, Bassamba Deba, Ngouabi, qui? Bon, moi, j'ai fait mes études lorsque l'abbé Fulbert Yulou était chef de l'État. Oui. Donc, quand je suis rentré au Congo, c'était en 1958, c'était au moment de la loi cadre. J'ai donc eu comme premier, celui qui était le chef du gouvernement, c'était l'abbé Fulbert Yulou, qui ensuite est devenu président de la République, et j'étais haut fonctionnaire à ce niveau. Et je suis rentré au gouvernement en 1963, c'est-à-dire après ce qu'on appelle au Congo les Trois Glorieuses, c'est-à-dire la révolution qui a renversé l'abbé Fulbert Yulou. J'ai donc été membre de l'équipe que dirigeait Massamba Deba. D'accord. Bien, je vous remercie de votre honnêteté. Je suis une épouse depuis 38 ans d'un Congolais de Brazzaville.
Oui. Et je suis très intéressée et très touchée pour une fois quand on parle du Congo. Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qui vient de passer précédemment, Paul. Monsieur Kaya, vous savez fort bien, et j'ai été contente que vous parliez un petit peu des techniciens, parce que vous savez, tout comme moi, que s'il n'y a pas de maintenance, on peut envoyer autant de... Il y a deux problèmes, il y a deux soucis. Les techniciens, les Congolais qui viennent en France, les Africains qui viennent en France pour poursuivre leurs études, pour la plupart d'entre eux, quand ils ne rentrent pas chez eux, c'est parce que où il y a des guerres, où leur vie est en péril, et vous le savez fort bien, parce que la réalité de ces 20 dernières années a prouvé que le Congo a été matraqué, volé, pillé de sa jeunesse, pillé de ses enfants. Le Congo a été massacré et tué. Vous sentez mon émotion parce que ce pays, je l'aime véritablement de tout mon cœur. Et grand nombre de ma famille sont partis, sont tombés avec Marianne Ngouabi et avec l'arrivée de Sassou Nguesso. Donc, monsieur, vous savez également pourquoi de nombreux Congolais ne sont pas retournés au pays. Ils ne sont pas retournés au pays tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas, sinon leur vie était en danger. Deuxièmement, les exécutions ont été sommaires. Il y a eu énormément de morts. Il y en a encore. La pauvreté, le sol est riche. Ce pays est riche. Ce pays est pillé. Ce pays a été pillé par les enfants de M. François Mitterrand. Et personne ne peut le nier. Ensuite, toute l'histoire Focard, toute l'histoire Pasqua, toutes ces histoires-là sont des histoires sordides. La France est responsable du malheur du Congo. Et ça, que les Congolais, il faut que les Congolais le disent. Il ne faut pas que les Congolais se planquent parce qu'ils ont la trouille. Il faut que les Congolais soient... Le Congo, aimer son pays, pour moi, c'est aimer son peuple, c'est aimer sa terre, c'est aimer son sol, c'est aimer ses enfants. Ce n'est pas c'est pas leur mettre des fusils dans les mains. Ce n'est pas laisser des femmes se faire exempter, les yeux se faire descendre dans les villages et mourir sur les routes. Ça, c'est pas le Congo que j'ai connu. C'est pas le Congo, c'est pas la joie du Congolais, ce n'est pas l'amour du Congo. L'homme et la femme congolais sont des hommes, sont des êtres forts, sont des êtres de dignité. Ils ont perdu leur dignité à cause de la France. C'est la France qui a fait perdre la dignité de l'Afrique. Et ça, si on ne le dit pas, si on n'a pas le courage de le dire quand on est africain et quand on est congolais, en particulier parce que vous l'êtes, eh bien à ce moment-là, on a perdu son âme ou on l'a vendue. C'est une chose ou c'en est une autre. Maintenant, vous avez parlé également des techniciens. Il n'y a pas de maintenance. Alors tous les techniciens peuvent venir, tous les étudiants peuvent rentrer, ils peuvent avoir terminé leurs études. La France peut envoyer tout le matériel que l'Afrique peut avoir, dont l'Afrique peut avoir besoin. S'il n'y a pas de maintenance, comment voulez-vous que cette Afrique se relève? Le Congo-Brazzaville, imaginez-vous que vous connaissez Orly? Orly a tiré à coups de canon sur le 14e arrondissement. Voilà ce que l'on a fait au Congo-Brazzaville. C'est une honte. Allô, allô? Oui, je vous écoute. Oui. Farid, bonjour Farid. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Et donc monsieur Kaya, j'écoute votre réponse. Je vais parler parce que je vais le couper, après je vais vous laisser. Vas-y Farid, on vous écoute Farid. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que la dame vient de dire et puis le monsieur précédemment. Moi je voudrais dire au monsieur d'Afrique et à monsieur Sedoun, Ben Sadoun, c'est ça? C'est ça, Roger Ben Sadoun. Voilà. Moi, je crois qu'en fin de compte, on est en train de se payer de mots par rapport à toute la politique en Afrique et même voire en Europe. Hein. Je crois qu'il n'y a plus de, comment on appelle ça, il n'y a plus les colonies comme dans le temps, mais d'une certaine manière, ce sont une autre colonie, c'est la mondialisation, c'est-à-dire c'est l'OMC qui fait la politique aussi bien en Afrique, mais dans le monde entier. Donc, d'une certaine manière, les indépendances, c'est un vain mot, puisque de toute façon, le monde entier est sous une coupelle de financiers. Et à partir du moment où les Africains, même voire les Français, n'ont pas compris qu'il n'y ait plus d'État, qu'il n'y a plus de peuple, il n'y a que des intérêts, on peut parler tout ce qu'on veut dans n'importe quel pays, et particulièrement ça se voit davantage en Afrique, puisqu'ils n'ont pas l'industrie que l'Occident a.
Je crois que la corruption est la première arme de tous les Occidentaux et particulièrement des puissants, ceux qui ont les finances. C'est vous savez, la séduction de l'argent, elle existe chez l'homme en général. Et il manque des hommes intègres. Donc le capitalisme, le socialisme et voire le communisme qui a fait aussi des dégâts, tout ça n'a plus lieu. A fait faillite, puisque le résultat, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de la pauvreté, même en Occident. On est en train de mettre en concurrence les uns contre les autres, des ouvriers précaires, en veux-tu, en voilà. Il n'y a que des CDD, il n'y a que des choses comme ça. Et en Afrique, c'est 10 fois pire, bien sûr. Donc, je crois que... Il n'y en a même pas. Il devrait y avoir un autre dogme, si je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais une autre idéologie, je ne sais pas laquelle, et je crois que le réveil de l'islam, peut-être, n'est pas pour rien. Oh là là, à la fin de... Farid, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait, Farid? Ben oui. Bon, écoutez, je vais essayer de répondre. Je vais vous laisser écouter à la radio. Et merci, Farid, au revoir. Je vous dis que la mondialisation est le nouveau fléau. Voilà. Merci, Farid, au revoir, au revoir. Ben oui, vous avez raison. En tout cas, j'étais vraiment... Alors, Anita, notre princesse Anita Paul Kaya, monsieur le ministre, elle attend votre réponse. Oui, je suis vraiment très touché par la sincérité de tous les auditeurs. Et ils ont mis le doigt sur le problème. Et la franchise aussi, ils ont mis le doigt sur le problème. Mais en réalité, moi, je parle comme l'expérience que j'ai vécue, moi, dans mon pays, comme celle que j'ai vécue en Europe. Et la suivante, c'est que le développement, c'est d'abord et avant tout l'affaire des Africains. Car on ne développe pas le Congo, on ne développe pas le Tchad, on ne développe pas un pays quelconque, mais c'est le pays qui se développe lui-même. C'est le pays qui fait un effort pour améliorer les conditions dans lesquelles il se trouve, parce que c'est le pays lui-même qui sait quels sont les objectifs culturels qu'il a pour vivre en harmonie dans son espace géographique. Vous permettez, monsieur, excusez-moi, pardonnez-moi. Pour cela, il faudrait que les présidents qui sont au pouvoir soient véritablement élus par le peuple et non par l'Occident. Bon, laissez-moi continuer. Bon, et que se passe-t-il en ce moment? On parle de coopération. Mais la coopération, c'est une très bonne chose au départ. Oui. Or, en réalité, actuellement, dans le monde entier, je dis dans le monde entier, pas uniquement en France, que ce soit en France, en Amérique latine, en Amérique du Nord, même dans des pays de l'Est, il n'y a plus des relations de coopération entre les pays, mais il n'y a plus que des relations il n'y a plus que des complicités entre les dirigeants. Je suis d'accord. Alors, à partir du moment où il y a une complicité entre deux dirigeants, le problème sera résolu en fonction des intérêts de ces deux individus et non pas en fonction des intérêts des deux pays. Car ce qui se fait... Quelle solution voyez-vous? Mais la solution que je vois, c'est qu'il faudrait que les pays africains soient des hommes suffisamment formés qui voient leur intérêt et qu'ils arrivent à l'imposer à ceux qui veulent les aider. Ben oui, mais pour ça, il faudrait que le peuple, quand le peuple se soulève et qu'il va voter, on ne fasse pas voter les morts, par exemple, comme la dernière fois. Mais oui, enfin, écoutez, monsieur Kaya, vous n'êtes pas sans ignorer ce qui s'est passé. C'est votre pays, c'est votre terre. Vous êtes un ancien ministre de Massamba Deba, vous savez très bien que moi, je suis également pour une coopération. Mais moi, je serais peut-être davantage pour un partenariat. Le partenariat, c'est un échange qui me paraît beaucoup plus équitable. Maintenant, effectivement, l'économie, c'est une économie mondiale et il faut voir. Mais on a vendu votre pétrole. Les Américains donnaient davantage. Mais on a préféré la France parce que les vieux intérêts de la France, on n'allait pas les lâcher comme ça, bien entendu. Et puis, vous dites que c'est une histoire de président à président. Donc, actuellement, de Sassou avec monsieur, aujourd'hui, monsieur Sarkozy, hier, c'était les autres. Mais que faire? Vous dites qu'il faut que la solution vienne de l'Afrique et vienne des Africains. Mais quand les Africains se lèvent, quand mes frères se lèvent, on les abat, monsieur, vous le savez qu'on les abat. On les tue, on les massacre. Mais oui, le problème est le suivant, madame. C'est que lorsqu'il s'agit du développement d'un pays, ce n'est pas une chose qui se fait en un jour.
c'est une tâche de longue haleine. Les gens pourront résister quand ils transformeront leur pays, quand ils seront formés. Un pays qui n'a pas d'ingénieurs, mettons par exemple, moi j'ai eu à résoudre beaucoup de problèmes. Par exemple, j'ai voulu lancer un programme. Bon, on l'a étudié, tout était bien ficelé au niveau technique, au niveau financier et tout était bien prêt. Bon, au moment de lancer l'opération, on me dit par exemple, bon, le technicien qui devait aller faire l'étude, mettre les choses au point, n'a pas pu venir parce qu'il a eu des problèmes de la famille, il y a eu ceci, il a eu cela, il n'est pas venu. Donc il y a eu le projet prend un retard de 2 ou 3 mois. Bon, puis ensuite, au bout de ces 2 ou 3 mois, quand on veut relancer le problème, on dit, ah, il y a les paramètres qui ont varié, donc ça coûte beaucoup plus cher, c'est devenu un autre projet, ainsi de suite, et finalement, en bout de compte, pour mieux terminer les choses, on vient vous dire que nous avons des difficultés, nous aussi, au niveau de l'Europe. Eh bien, le budget qu'on avait mis à votre disposition, au lieu de faire ce travail en 2 ans, nous le ferons maintenant en 5 ou 6 ans. Alors, résultat, donc, le programme ne se fait pas. Mais or, une telle histoire n'arriverait pas à un pays comme Israël ou l'Afrique du Sud, parce que, ça c'est sûr. Parce que si le technicien français ne vient pas, eh bien les Israéliens ont des techniciens sur place qui font le travail immédiatement et tout démarre. Alors, mais monsieur, alors oui. Vous êtes peut-être père de famille, vous savez très bien qu'on éduque un enfant en lui donnant un exemple. On n'éduque pas un enfant en lui mettant des coups, on éduque un enfant par l'exemple. Mais oui, c'est pour ça que le problème numéro un... Votre enfant va vous respecter et vous rendra une réponse qui sera formulée d'une façon correcte. Si les gens qui président cet État ne sont pas sont corrompus et ne sont pas respectables, comment voulez-vous que votre technicien ne puisse pas trouver des raisons qui ne sont absolument pas louables? Effectivement, il y a un manque de... Le problème, c'est un problème de conscience. La conscience qu'il y avait encore sous Massamba Débat et sous Youlou, mais elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Quand va-t-elle revenir? Non, le problème, comme vous le soulignez vous-même, c'est un problème de formation, le problème de l'homme. Oui, bon, de conscience. Mais il ne faudrait pas que nous disions que on doit transformer le Congolais, ne se transforme pas comme ça avec une baguette magique. C'est un travail des Congolais eux-mêmes. Mais je vous dis ça. C'est à eux-mêmes de se former, de modifier leur attitude et en les rendant responsables. S'ils sont responsables. Mais tout à fait, Monsieur Kaya, mais pour les rendre responsables, il faut vous ne pouvez pas rendre responsable et éveiller les consciences d'un homme si cet homme a faim, si l'hôpital général n'est pas capable de le soigner ou de soigner ses enfants ou sa femme. Vous savez très bien ce qui se passe. Il n'y a plus d'hôpitaux. Mais c'est pour cela que je vous dis, le problème, c'est un problème de base. Il n'y a plus rien à Brazzaville. Mais oui, mais il ne faudrait pas se dire, madame, qu'il faut mettre les hôpitaux à la place, il faut ceci, il faut cela. Le problème, c'est commencer par la base, du moins laisser développer la base. Si le petit cultivateur du coin, il fait son petit champ d'arachide ou son petit champ de manioc, il arrive à vendre une partie puis l'autre partie pour s'acheter des médicaments, etc. S'il a un petit peu de moyens, il aura quand même une possibilité de faire pression sur son environnement. Et c'est au fur et à mesure, de génération en génération, on atteindra quand même une classe de personnes qui seront responsables de leur environnement économique. Et à partir de ce moment-là, les dialogues seront différents et les résultats seront nettement meilleurs. Donc il faut se lancer dans le domaine de la formation des gens, et il faut le domaine de les rendre beaucoup plus responsables et qu'ils aient ce courage, cette force de développement. Mais cette force de développement, ils ne pourront l'avoir que par eux-mêmes. Pour l'instant, nous avons, bien sûr, ce problème de corruption, même si on veut envoyer même des médicaments dans un pays, pas forcément le Congo, mais tous les autres Congos, tous les autres pays, on vous dira, ils arrivent à la douane, eh bien, il y a un blocage au niveau de la douane. Donc, il faut lâcher quelque chose. Bon, si je veux pour aller à la maison avec ces produits, à chaque carrefour de la rue, il y a un blocage. Il y a le policier qui veut quelque chose. Bon, ça, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Oui, tous les bachiches. Bon, nous le vivons aujourd'hui. Il faut y remédier, il faut les remédier. Mais ça, ce n'est pas l'Occident qui va le changer pour nous. Hein. C'est à nous-mêmes. Je ne vous dis pas que c'est l'Occident qui va le changer pour vous, monsieur. Oui. Je dis qu'actuellement, c'est fort difficile parce que vous sortez, vous êtes dans une situation qui est fort difficile. Tout seul, vous ne pourrez pas.
Mais non, voilà mais pourquoi quand on il n'est pas question de vous le a faire. posé la question sur les Chinois, ça fait très longtemps que les Chinois sont à Brazzaville et les Chinois ont fait énormément de choses. Et à ce moment-là, à l'époque où les Chinois sont arrivés à Brazzaville, les gens ne manquaient pas de vêtements, les gens ne manquaient pas de nourriture, il y avait du travail et la situation n'était pas du tout la même. Et de toute façon, le comportement de nos compatriotes congolais aujourd'hui sont des comportements d'hommes et de femmes abattus. Parce que ce que vous avez connu, vous êtes d'une génération, vous êtes certainement de la génération de mon époux, vous êtes d'une génération qui avait connu l'abondance. Non, on a... Aujourd'hui, ce n'est plus l'abondance, il faut reconstruire le Congo. Non, madame, Tout est à nous faire. n'avons pas connu l'abondance car le Congo n'a jamais été un pays développé. Mais ce n'est pas un pays pauvre, le Congo, voyons. Mais nous avons connu une bonne gestion du peu Voilà. que nous avions. C'est déjà une abondance. Enfin, si vous voulez, appelez-le comme ça si vous voulez. Mais non, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'on revienne là. Hein. C'est une question de formation d'individus. À partir du moment où le pays prend une certaine orientation politique, on aboutit à des agents de l'État qui sont plus ou moins responsables. Donc, Et un peu moins corrompus, vous voulez dire. si vous voulez, c'est la même chose. Hein. Bah oui, il faut appeler un chien un chien. Hein. Car une personne responsable ne se laisse pas aller à n'importe quel abus. Voyez. Oui, bah en tous les cas, on espère tous que la force, la vigilance et la prise de conscience sera pour demain, parce que les enfants que l'on a, on doit beaucoup à tous ceux qui sont tombés. Un petit peu de respect, quoi. Un petit peu de... C'est fort triste ce qui est arrivé au Congo. Et la France s'est tue. La France s'est tue, des télévisions se sont tues. Nous, on s'est battus pour que des images passent au compte de ce qui se passait au Congo. La télévision française nous disait que les images, il n'y avait pas assez de sang. Et que si on passait un peu trop... on a fait venir M. Sonila Boutancy, que vous ne devez pas ne pas avoir connu. Eh bien, on disait, si on fait venir Sony... on nous demandera, les Français diront, l'Afrique on en a marre, les Africains on en a assez. À ce moment-là, on sera obligé de donner 2 fois plus la parole à M. Le Pen. Voilà ce qu'on nous disait la télévision française à l'époque. Oui, vous savez, et ça, c'était sous Sassou, quand il a fait assassiner Marianne Gwabi. Donc, vous savez, je connais ce pays, je crois, mais véritablement du fond de mon âme. Et vraiment, je pleure ce pays. Maintenant, pour revenir au monsieur qui est à votre côté, je voudrais lui dire que pour moi, il y a un homme qui représentait le Parti Socialiste. Bon, monsieur Badater a fait quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est ce qu'on devra retenir de ce que le Parti Socialiste a apporté, c'est l'arrêt de la peine de mort. Parce que c'était une ignominie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, parce que j'ai travaillé à l'époque pour qu'on arrive à ce résultat. Vous voyez. Et c'est pour ça que j'étais un peu surpris quand on m'a dit tout à l'heure, oui, mais il faudrait peut-être considérer les crimes d'enfants d'une façon, ou les crimes de ceci. C'est la plus belle des choses que le Parti Socialiste a fait. On ne peut pas, oui, voilà. Cet homme-là mérite 1000 fois plus que la Légion d'honneur. Oui. Maintenant, il y a un autre homme qui, pour moi, représente le Parti Socialiste, c'est Mendes France. Madame, oui, que j'ai connu moi personnellement. Moi, j'ai connu sa femme. Simplement. Roger Ben Sadoun, il a travaillé avec Mendes France. Oui, non, j'ai travaillé, c'est-à-dire je l'ai connu surtout. Tu le connais, oui. C'était un ami de mon père. Voilà. Parce que moi, j'ai travaillé avec Madame Marie-Claire Mendes France. Oui, Madame bien, mais moi, j'ai connu la première. Mais Roger, tu distribuais des prospectus à l'époque pour Mendes France, comme on m'a dit. Moi, j'ai connu la première femme de Mendes France, voilà. Madame, la fille Sicurel, qui était une égyptienne, vous savez. La première femme, et puis j'ai connu la deuxième aussi, mais enfin beaucoup moins. Mais vous savez, je crois qu'on s'est un peu trop polarisé sur ce problème de la Légion d'honneur. Mais quand je cite par exemple M. Kaya, qui est officier de la Légion d'honneur, je pense qu'il a largement mérité, hein, et que, après tout, on l'a rendu hommage, au moins la République l'a rendu hommage, en lui attribuant cette Légion d'honneur, vous voyez. Ah, mais ça, je n'ai... voilà, moi, une Légion d'honneur attribuée à un Congolais ou à un Africain de quelque pays que ce soit, après tout ce que la France a pris, a volé et continue à piller l'Afrique, c'est la moindre des choses qu'un homme
de ce pays puisse obtenir la Légion d'honneur. Voilà. C'est même pas... quand on sait le nombre d'Africains qui sont tombés pendant les 2 guerres et Oui. que le nombre de pensions qui n'ont pas été payées alors que ces hommes ont donné leur vie Tout à et fait, que les madame. enfants n'ont jamais récupéré même ne serait-ce qu'un subsiste quelconque de ce que de ce que leur père et grand-père avaient donné à la France. Je trouve que... Mais vraiment, je ne sais même pas comment on peut être fier. Je vous dis très honnêtement. Non, Je suis né en France, j'ai honte. Vous savez, J'ai moi, honte de ce que la France a fait. dans un livre que j'ai écrit, j'ai dénoncé justement, vous avez parlé des pensions, de ces pensions, mais vraiment une misère qu'on donnait à ces Marocains qui étaient dans l'armée d'Afrique, qui ont libéré la France. Tirailleurs sénégalais. Oui, eh ben, j'ai dénoncé le gouvernement, c'était le ministère des Anciens Combattants, qui leur attribuait vraiment 3 fois rien, qui était même pas comparable à ce que touchait un ancien combattant Absolument. français, vous voyez. Et j'ai Et vous dénoncé savez que ça, ce sont des choses que l'on ne dit pas. Ben oui, mais Très peu de gens le c'est savent. pour ça que je me suis permis de le dire quand même dans ce livre. Mais bon, c'est passé peut-être inaperçu, je ne sais pas. Bon, enfin, il y en a quand même qui l'ont lu. Ben, moi, je le sais. Voilà, vous Je voyez. n'ai pas votre âge, je n'ai pas fait. Oui, oui. Je n'ai pas vécu ces 2 guerres. Oui. Vous voyez. Je vais vous laisser, mais voilà, mais bon, bien sûr, pour juste, je termine simplement à Monsieur sur cette... Kaya, je lui souhaite beaucoup Voilà. de courage et beaucoup. Merci, Il faut vraiment relever ce pays, quoi. C'est pas possible, quoi. Oui. Le Congo ne méritait pas ça, et les Congolais non plus. Oui, merci beaucoup, oui, c'est vrai. Oui. Hein. Voilà. Et ce pauvre cardinal, tout le monde, tous ces gens qui ont été assassinés, mais quelle horreur! Et ça, c'est la famille Mitterrand. Madame, et C'est vous les croyez fils pas ce qui s'est Mitterrand passé au qui ont fait Rwanda, ça. c'est pas terrible? Ce qui s'est Pardon? passé, vous croyez pas que ce qui s'est passé au Rwanda, dans l'indifférence la plus totale, mais attends, mais au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous oubliez comment il est tombé cet avion? Faut pas se moquer du monde. Enfin oui, mais enfin il y a eu quand même des centaines de milliers de Mais morts. bien sûr, mais bien Et sûr. dans l'indifférence la plus totale, madame. Mais bien sûr. voyez? Mais n'oublions pas qui a fait tomber l'avion. Oui, Ça, c'est comme le Rainbow Warrior. Moi, le bateau de Greenpeace, je ne pourrai jamais oublier. Moi, je n'ai pas d'affection particulière pour feu monsieur... Hernu? Non. Ah bon, non, parce qu'il non. était pour rien. Hein. Ça, je peux vous assurer qu'il était pour rien. Bah écoutez, il est parti. En tous les cas, moi, les fils Mitterrand... Ah oui, bien sûr. Les fils Mitterrand, jamais, je ne pourrais leur pardonner. Vous parlez de Papa Madi? Ils ont fait. Et Focard et toute cette Oh oui, tribu, bien sûr, ce sont bien des sûr. assassins. Oui, mais ça, c'est déjà un autre problème, c'est le régime... Ce n'est pas un autre problème, ce problème il est Si, toujours c'est le d'actualité. le Il y aura problème. une conf... C'est le problème des gaullistes, madame. Voilà. On était ça après 30 minutes que ça a été coupé. Tu peux revenir si les questions qui t'avaient n'ont pas fini. Bon. Puisque les questions dans l'état de toute façon étaient très intéressantes, Paul, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, vous écoutez Radio ici maintenant sur 95.2 FM. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Paul Kaya, l'ancien ministre d'État et de l'économie de Congo. Et Roger Bensadounis est également avec nous ce soir. Et après une toute petite pause musicale, nous revenons. C'est ça. Oui. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site internet davidabassi.com. Abbassi A2B-A-S-I. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com.
Grâce à l'Internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Est-ce que vous avez écrit des articles? Oui. Qu'est-ce que vous avez écrit? Alors, je ne sais plus à l'esprit spécifiquement, mais j'ai été très souvent interviewé. J'ai fait des points de vue pour la presse, pour la revue, pour le français. Voilà, vous avez écouté Pierre Marion, l'ancien patron de DGSO. Si tu avais l'image, tu pouvais regarder Roger Ben Sadoun, c'est notre... Voilà, Pierre Marion nous a quitté, l'ancien patron de contre-espionnage français. Et tu sais, Roger, Pierre, il disait que j'étais patron de service d'espionnage français. Quand on disait contre-espionnage, il disait non, c'est le service d'espionnage français. Pierre Marion nous a quittés alors. Notre ami n'est plus parmi nous. Il avait, je crois, environ 90 ans. Oh, pas plus loin. oui, Pas loin. Alors... il avait qu'un an de plus que moi, c'est tout. Alors, Paul Kaya, je crois que tu n'as pas terminé à répondre à Anita, puisque c'était coupé. Oui. Je vais te laisser la parole de parler. Après, c'est Roger Ben Sadoun. Et bien sûr, on va prendre encore nos auditeurs. On vous écoute, Paul Kaya. Oui. Alors, donc, je crois que le problème, c'est avant tout un problème des Congolais entre eux, avant que ce soit un problème de l'esclavage ou du colonialisme, etc. Parce que ce n'est pas le colonialiste qui nous a dit qu'il faut cesser de réparer telle route. Ce n'est pas le colonialiste qui nous a dit il faut débloquer tel budget pour fêter tel anniversaire au lieu d'équiper un hôpital, etc. Les choix économiques qui ont été faits dans beaucoup de pays africains ou dans tous les pays africains sont des choix qui étaient faits par des hommes politiques eux-mêmes et non pas par les étrangers. Donc à partir de ce moment-là, je crois que le problème du développement, c'est un problème qui nous incombe à nous. Et c'est à l'intérieur de ce problème que nous allons résoudre le cas de la corruption. Parce que si la corruption se développe, c'est parce que nous-mêmes, Africains, nous n'avons pas suffisamment de force pour pouvoir l'attaquer, la prendre par le corps. Si le policier au coin de la rue, ils essayent d'arnaquer les gens régulièrement, eh bien ça, ce n'est pas l'Occident qui va l'arranger. C'est nous-mêmes les Africains qui devons essayer de maîtriser notre policier. C'est donc un problème de formation, un problème d'éducation, mais l'éducation, c'est notre affaire à nous. Donc le développement doit commencer par nous-mêmes et ensuite nous atteindrons un dialogue avec le monde extérieur et ce dialogue, nous le conduirons en fonction des objectifs que nous voulons atteindre. Et si nous sommes corrects et honnêtes, nous aurons en face de nous des personnes qui joueront le jeu, car on ne peut pas imposer tout à un pays. On est obligé de l'écouter. Il faut lui apporter ce dont il a besoin effectivement pour son développement. Voilà en gros ce que je pouvais dire en ce qui concerne le problème de développement. Mais en tout cas, la responsabilité nous incombe à nous, d'abord à nous. Roger Ben Sadoun. Oui. Bon, écoute, moi, ce que je voulais surtout, c'est vous faire part d'un événement, enfin, qui malheureusement dure depuis bientôt 2 ans. Ça se passe à la Côte d'Ivoire. Alors, en tant que président de la FAC, c'est-à-dire l'Association France-Afrique centrale, évidemment, Côte d'Ivoire, je déborde quand même un petit peu, j'étais amené à m'occuper en tant que représentant ici à Paris et en Europe de la filière du café cacao. Et depuis le 18 juin 2008, le président Gbagbo a
enfermés, si on peut dire, emprisonnés en tout cas, sans preuve, sans aucune enquête préliminaire et sans jugement, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, c'est-à-dire la MACA, les responsables de la filière café-cacao. C'est quoi ces café cacao, ça? Hein? C'est quoi ça? Ce sont les planteurs, ce sont les représentants des responsables de la filière cacao, ce sont les représentants des planteurs de café-cacao, puisque c'est une des principales productions en Côte d'Ivoire. Et ces responsables ont été accusés par Gbagbo d'avoir détourné de l'argent. D'ailleurs, le motif, c'est que il y a abus de confiance, détournement de fonds, abus de biens sociaux, escroquerie et usage de faux en écriture privée de commerce et de banque. Bon. Et alors, il se trouve que moi, je connais bien le secrétaire général du FDPCC, qui est M. Théophile Kouassi, qui m'a dernièrement, et c'est pour ça que je signale maintenant, qui m'a dernièrement envoyé un SMS de sa prison pour me dire « Nous sommes décidés à passer à l'offensive ». Et là, je vais citer exactement le texte de ce SMS. Aujourd'hui, nous disposons de l'ensemble des copies des chèques émis à l'ordre de la présidence de la République, ainsi que des courriers de transmission déchargés par le directeur des services financiers cachés à l'appui. Par ailleurs, dans un autre communiqué, depuis leur lieu d'emprisonnement, il déclare, ces 23 personnes emprisonnées, nous disposons aussi de l'audition par le juge d'instruction du directeur financier de l'audition du directeur financier de la présidence qui confirme avoir reçu les chèques et les avoir déposés dans les comptes bancaires de la présidence de la République. Alors, je rappelle pour mémoire que il y a eu un audit qui a été fait dans les années 2005-2006, et cet audit a conclu qu'il y avait un détournement d'argent. Mais comme disent les responsables de la filière, comment pouvait-on, nous, détourner l'argent alors qu'il nous fallait la signature du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Économie. Donc, de ce côté-là, on n'a rien à dire puisque aucun chèque ne pouvait être émis sans les deux signatures. D'autre part, il faut aussi ne pas oublier que il y a eu dans les années 2004 l'achat d'une chocolaterie du côté dans la province de New York, aux États-Unis, qui appartenait à Nestlé. Et cette usine, c'était une usine en fait qui était une usine désaffectée. J'ai vu les photos. Il n'y avait pratiquement pas d'usine, il n'y avait que du matériel, mais du matériel usagé, vieux. Et cette usine a été achetée par les représentants de Gbagbo lui-même, c'est-à-dire du président de la République, à hauteur de 100 milliards de francs CFA. 100 milliards, ça fait à peu près en francs, à peu près de 100 millions. Ça fait 1 milliard. Ça fait 1 milliard. Et on pense que, en réalité, il s'agit là d'un blanchiment d'argent de la part du président de la Côte d'Ivoire. Alors j'ai essayé d'alerter la presse française, j'ai alerté les droits de l'homme aussi à Paris, et tout le monde m'a dit mais c'est un problème essentiellement ivoirien. Nous n'avons pas à intervenir dans les affaires d'un pays étranger. Par conséquent, ce n'est pas éditorial, donc nous ne pouvons rien dire. Mais je pense qu'avant d'aller dans le fond, savoir si oui ou non ces gens qui sont enfermés sont réellement coupables, je pense qu'il s'agit surtout d'un problème de droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours emprisonnés maintenant, ça va faire 2 ans, sans instruction, sans aucune garantie en ce qui concerne leur emprisonnement. Plusieurs fois, on a demandé
de les mettre en liberté provisoire de façon à pouvoir établir leur dossier. Et puis, il y a eu un refus constant. Et ils ne reçoivent aucune visite, ni de la Croix-Rouge, ni des gens de la Croix-Rouge internationale, ni des gens également de la Ligue des droits de l'homme internationale. Voilà. Alors je pose le problème, j'alerte l'opinion publique maintenant en disant, est-ce qu'on peut tolérer une violation des droits de l'homme dans un pays qui se dit démocratique, à savoir la Côte d'Ivoire? Alors, la personne qui peut te répondre tout de suite, c'est qui pendant 30 ans, il a vécu là-bas, dans ce pays-là. Il avait une responsabilité assez énorme là-bas, dans ce pays-là. Il représentait plus que 5 pays, 4 pays ou 5 pays, Paul. C'est Paul Kaya, ancien ministre d'État, celui qui a travaillé pendant 30 années dans ce pays-là. Alors, mon cher Paul Kaya, je crois que c'est à toi de répondre à Roger. Oui, j'ai travaillé pendant 30 années à la tête du secrétariat général du Conseil de l'Entente, c'est-à-dire un organisme de coopération économique. Mais le rôle de cette organisation était de s'occuper des projets qui touchaient plusieurs pays, 2 ou plusieurs pays en même temps. Par contre, quand il y avait les problèmes internes nationaux de chaque pays, cela échappait totalement à mon point de vue, mais par contre, je suivais les relations qu'il y avait entre ces pays et la Banque africaine de développement, ces pays, la Banque mondiale, ces pays, le ministère de la coopération, ces pays, toutes les coopérations du monde avec l'USAID, etc. Alors, c'est que le problème du développement interne, qui est celui du café cacao, ne faisait pas partie de mon mandat. Donc, je suis assez mal placé pour trouver une solution à ce problème. Ah, c'est très facile, Paul Kaya. Là, il t'a presque répondu. Il n'a pas répondu à cette question. Non, mais ça, je le comprends. Mais c'est quoi, actuellement, la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes, Roger, de toute façon. Ça commence certaines choses là-bas. Alors, c'est ça qu'on va parler. Est-ce que l'arrivée des Chinois en Afrique est en train de balayer les anciens pays comme la France qui était, ou Belgique qui étaient depuis des siècles installés là-bas? Non, mais la France n'est plus là-bas. Aussi, elle est intervenue au moment justement de l'élection de Gbagbo, soutenue par le Parti socialiste. Ça, il faut bien reconnaître. Et actuellement, Gbagbo reçoit des personnalités comme Jacques Lang, par exemple, ou Michel Rocard, hein, aussi, qui va le voir. Le problème... Alors, pardon, puisqu'on a parlé plusieurs fois de Michel Rocard, je ne sais pas si vous savez, actuellement, il travaille pour Nicolas Sarkozy. Oui, il a des projets à faire sur l'Afrique aussi, parce qu'il est maintenant mon voisin. Je sais qu'il est au 66, il est mon voisin, il est là-bas. Dans l'Antarctique. Hein. Les Champs-Élysées. Non, dans l'Antarctique. Ah bon? Il est ambassadeur de Sarkozy voilà. Pour le réchauffement climatique. Voilà, il s'occupe de ça aussi. Voilà, c'est un bon travail, il fait travailler des amis quand même. Ouais, cette politique de Sarkozy, quand même, Paul et Roger, était très intéressante de rassembler beaucoup de socialistes, comme Rocard, comme Soskan même. Regarde, Soskan, c'est lui qui a insisté de le mettre là-bas. Il a bien joué, Sarkozy. Ce qu'il a fait, est-ce que nous n'avons jamais eu un exemple comme Sarkozy en France, qui prend des ennemis et qui les place dans le gouvernement? Oui, d'accord, mais enfin, il faut dire... Les gens qui l'insultaient, il y a déjà 1 mois avant l'élection, 2 mois avant l'élection, alors il prend ces gens-là. Ça, c'est quelque chose quand même. Hein. Bon, mais bon, ça rapporte aussi. Non, hein? Écoute, il faut avoir le courage de faire ça d'abord. C'est pas gratuit, hein. Non, il faut faire le courage de faire d'abord. Et deuxièmement, il fallait que les gens acceptent. Et tout le monde a accepté, Paul Kaya. Qu'est-ce que tu penses à ce sujet? C'est quoi? C'est la force de Sarkozy ou c'est la faiblesse des dinosaures de l'autre côté? C'est quoi? Comment tu analyses ça, Paul Kaya? Et après, Roger, la même question pour toi. Alors, d'abord, on va écouter l'analyse de Paul Kaya et après... Parce que ça, c'est une question assez intéressante et importante. C'est une question de notre siècle. Ce que Sarkozy il a fait, de ramener, plier toutes les grandes personnalités socialistes, qui soient Jacques Lang, qui soit Michel Rocard, et qui soit... Même Michel Charasse, il n'a pas fonctionné, mais c'est quelque chose quand même. Comment ça se fait que Sarkozy a pu arriver à ce point-là? Non, le président Sarkozy est arrivé à ce point, ça dépend de l'objectif qu'il avait. Il avait comme objectif de pouvoir diriger la France avec tous les Français.
Donc, par conséquent, il a essayé de chercher la sensibilité, les différentes sensibilités, prendre les personnes qui étaient capables de résoudre un certain type de problème. Par exemple, s'il a pris un homme comme Kouchner aux affaires étrangères, c'est parce qu'il avait quand même des choses à régler avec certains pays étrangers et pour lesquels la sensibilité humaine de la personne comme du ministre pouvait passer mieux que quelqu'un d'autre de son équipe. Donc il a fait travailler. Ce qu'on peut constater, c'est que en France, ce n'est pas la première fois que cela se fait, mais seulement il a peut-être changé de gamme. Parce qu'autrefois, sous la 4e République ou même sous le régime gaulliste, on a vu des socialistes qui étaient nommés à des postes très sensibles très peu, dans la diplomatie. Il y a eu des gens qui étaient à des postes très sensibles. Mais ça, c'est très fort, celle de Sarkozy. C'est des ministres, c'est des conseillers. Écoute, les affaires étrangères donnent à un socialiste. En plus, c'est ce socialiste qui est contre lui. Mais maintenant, il est à ses ordres. C'est-à-dire, Kouchner, il est aux ordres de Sarkozy. Ce n'est pas Sarkozy qui est aux ordres de Kouchner. C'est Kouchner qui écoute tout ce qu'il lui dit. C'est-à-dire, il n'est pas un ministre socialiste. Oui, d'accord, mais attends, moi je peux répondre, c'est-à-dire qu'il a pris le c'est quoi? C'est la force de Sarkozy ou c'est la faiblesse des autres? Oui, c'est Roger. la faiblesse des... Non, il y a deux choses. D'abord, Sarkozy a joué sur les compétences des uns et des autres. Voilà. Alors déjà, quand il a pris Jacques Land, c'était quand même dans un domaine qui lui était particulièrement adapté à ses connaissances, à sa compétence. Tu cites Kouchner, mais Kouchner, pour un plat de lentilles, il ferait n'importe quoi, tu sais très bien. Lui, il a une ambition. Là, il a vu qu'il pouvait la satisfaire, d'autant plus qu'il a toujours eu l'idée d'être un jour le directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le titre du ministre des Affaires étrangères lui donnerait du poids. Bon, maintenant, je pense qu'il n'a plus aucune chance, parce qu'il a atteint un certain âge, il est déjà trop vieux pour ça. Mais au départ, c'était peut-être pour ça. Et puis, Kouchner, après tout, il n'a jamais eu un titre de ministre à temps plein, comme il a maintenant. Mais ça ne veut pas dire pour cela qu'il est très apprécié par Sarkozy, parce qu'en réalité, le véritable ministre des Affaires étrangères, c'est pas lui, c'est Sarkozy. Voilà, c'est ça que je te dis. Donc c'est à faire valoir, tout simplement. Mais il s'en moque tout à fait, Kouchner. De toute façon, même si c'est un faire-valoir, il s'en moque tout à fait. C'est l'individu, j'ai pas beaucoup de respect pour lui. Pour les autres, Charras, oui, c'est un homme sensé, moi je pense. Il dit ce qu'il pense, après tout, pourquoi pas. Mais ça le regarde aussi. De là à dire que Sarkozy a généralisé en cherchant au Parti socialiste tous les anciens ministres de Mitterrand, non, il n'a pas fait ça. Il a bien visé, il a visé surtout des gens très compétents. Voilà. Et en ceci, on ne peut pas tellement le reprocher, d'autant plus que ces gens compétents ont accepté de faire le travail qu'il leur demandait de faire. Voilà. Tu es d'accord, Paul? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il n'avait pas des gens compétents à droite? Non, peut-être pas. Peut-être pas, pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Mais quand ils ont accepté, ça aussi c'est très un peu rare, c'était rare que les socialistes acceptent de travailler surtout avec Sarkozy. Disons que les socialistes ont une grande... Quelle propagande qu'il faisait contre lui. Disons que les socialistes ont une grande ouverture d'esprit. Voilà. Non, moi, je vais vous donner mon avis. Mon avis, c'est ça, c'est la force de Sarkozy d'un côté, et c'est la faiblesse des autres, l'homme de pouvoir, qui ne pense qu'à gagner des sièges et des salaires et des postes. Point final. C'est comme tout à l'heure, je ne sais pas c'est qui nous a dit, un de nos auditeurs, Sarkozy, il s'est bien joué, révolutionner la politique française. C'est très très fort de sa part. C'est-à-dire il a fait quelque chose qui c'est unique dans l'histoire. C'est unique dans l'histoire. Il a ramené tous les gens qui l'insultaient, qui étaient ennemis de Sarkozy dans le pouvoir. C'est inadmissible. Non, ça c'est la force de Sarkozy et c'est la faiblesse des gens qui étaient en face de lui. Pourquoi? Puisqu'une fois que tu proposes des postes assez énormes,
tout de suite, il se plie. C'est-à-dire, c'est ça, malheureusement, certains politiciens, heureusement, comme tous les politiciens ne sont pas comme ça. Et ici, on va donner des points à Sarkozy, puisque c'est lui qui était fort. C'est lui qui il a réussi avec l'esprit jaune qu'il a, avec l'âge qu'il a, avec tout ce qu'il a. On peut dire carrément, il a écrasé le Parti socialiste en ramenant tous ces gens-là, je le dis, des dinosaures du Parti socialiste, dans son camp. Il a fait travailler tout le monde. Je vois Michel Rocard, tous les jours, il vient avec son cartable. À 9h, 10h du matin, il travaille. Et il est jeune après. C'est lui qui l'a mis au boulot, tu vois. Et Kouchner et tous les autres, voilà. Jacques Lang et tous les autres. Oui, enfin, il n'y a pas photo entre Rocard et Kouchner, hein, quand même. Ah oui, Ouais, oui, ça c'est vrai. Non, Rocard, bien sûr. Non, Oui. Alors, c'est pour ça qu'encore, on peut parler sous la force Sarko. Voilà. Ouais. Oui. C'est-à-dire, regarde, de Kouchner jusqu'à Michel Rocard, de Jacques Lang jusqu'à Charras, toi. Ce sont très de génie. Oui. Oui, enfin, Mais ça ne peut jamais arriver, Roger, en Afrique, par exemple. Toujours le tribut en conflit, en guerre. Jamais, on ne peut pas, les pays africains, avoir un pouvoir de toutes les tendances politiques. Voilà, c'est très courant en Afrique. On sent très bien, quand un chef d'État est en position difficile, peu de temps avant une nouvelle réélection, il essaie de monter une affaire où il crée un gouvernement d'union nationale. C'est en Afrique qu'on parle souvent de gouvernement d'union nationale. Or, qu'est-ce que le gouvernement d'union nationale si ce n'était pas un petit mélange avec l'opposition rentrée dans le gouvernement de manière à ce que les élections prochaines se passent d'une manière beaucoup plus facile pour le régime en place. Donc ça, les Africains l'avaient déjà inventé avant Sarkozy. Est-ce que le moment que vous étiez ministre d'État, il y avait des conflits intérieurs? À l'intérieur du pays? Du pays. Oui, il y a toujours des conflits, oui. Alors, vous avez pu faire quelque chose, réunir et empêcher que les gens soient tués? Parce que tout à l'heure, Anita, je crois que c'était coupé. Elle n'a pas pu poser la totalité de questions qu'il avait. Est-ce que vous-même, aujourd'hui, ici, maintenant, Paul, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait quand vous étiez en poste? Voilà. Ou maintenant que vous êtes un peu loin, vous dites, oh là là, si j'aurais fait ça, si j'aurais fait ci. Non, ce que je peux dire, et ce que je dirai toujours, c'est que pour l'instant, j'ai été limité dans les possibilités que j'avais de faire quelque chose. Je n'ai pas pu réaliser ce que je voulais réaliser. Je n'ai même pas réalisé le début même de ce que je voulais faire. Il y a eu des barrages sur le plan, pas forcément des moyens, mais sur le plan de politique pure, la sécurité, etc. Alors donc, c'était regrettable, quoi. Vous le regrettez quand même? Oui. Bien sûr, je regrette d'avoir pas pu donner vraiment ma pleine mesure, d'avoir été limité. Roger Bensadoun? Oui. Alors? Oui. Je sais que vous êtes fatigué, hein, parce que c'est le dimanche. Non, mais c'est pas la question, c'est que... Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu nous as préparé quelque chose à nous dire? Non, je n'ai rien préparé du tout. C'est simplement que je voulais dire quelques mots sur cette affaire de la Côte d'Ivoire que je trouve un peu triste dans la mesure où en France on l'évacue sans même en parler. J'en pense c'est tout. Et en particulier je souligne l'attitude négative des journalistes. Voilà, tout en sachant très bien, et Paul le sait très bien, que cette affaire-là, c'est un problème uniquement de réélection du président de la Côte d'Ivoire, qui reporte depuis déjà 3 ans au moins les élections, parce qu'il n'est pas sûr d'être réélu. Alors pour lui, c'était un moyen de faire pression sur la population quand il a déclaré tout d'un coup que maintenant je suis monsieur propre, je remets de l'ordre dans les affaires et en particulier dans cette filière café-cacao parce qu'on vous a pris de l'argent, on a volé l'argent des planteurs. Évidemment, la population l'a cru. Bon, mais une fois passé ce coup d'éclat, eh bien, on a commencé à réfléchir dans le pays. Il y a des voix qui se sont élevées pour dire mais tout ce que vous faites est injuste. Il n'y a même pas de procès. Il n'y a aucun motif sérieux, aucune enquête préalable.
et ils sont toujours en prison. À ce moment-là, il s'est rendu compte que la population, eh bien, elle se retournait et qu'elle n'était plus en sa faveur, et que, au contraire, son opération, main propre, a favorisé à ce moment-là l'opposition, en l'occurrence, je pense surtout à Bédier, qui a déjà fait savoir qu'il présentait sa candidature. Donc, quand il a vu qu'il y avait un fort courant en faveur de Bédier et non pas à sa faveur, il a maintenu ses responsables en prison, lesquels ont pensé qu'une fois les élections passées, eh bien, ils sortiraient peut-être de leur emprisonnement, mais non. Ils retardent à chaque fois, ils retardent, si bien qu'aujourd'hui, il y a les instances internationales qui le mettent en demeure de faire ces élections, parce qu'il arrivera un moment où on craint que ça éclate dans le pays, qu'ils peuvent avoir des événements. Alors peut-être qu'à ce moment-là, la presse s'en occupera, que les médias s'en occuperont, et qu'on dira, ah bah oui, peut-être avant qu'il y ait pas mal de morts, on aurait dû quand même parler du pourquoi de l'emprisonnement de ces gens-là. Hein, n'est-ce pas, Paul? Oui. Hein, c'est ça. Oui, effectivement, ça, oui. Ouais. Oui, parce que tout ça, c'est une affaire politique, essentiellement politique, qui ne concerne que Gbagbo et sa femme aussi, qui prend une part active dans la politique du président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais moi, je me mets surtout au niveau des droits de l'homme, parce que là, tout de même, il y a l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que nul ne peut être arbitrairement détenu. Et il résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, toujours la Déclaration universelle des droits de l'homme, que toute personne accusée a droit à un procès équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à la défense lui sont assurées. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont toujours détenus depuis près de 22 mois, maintenant 24 mois bientôt, le 18 juin ça fera 24 mois. Et ils ont été, toutes leurs demandes de mise en liberté ont été refusées dans l'indifférence, on peut dire, la plus complète de toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Et c'est à cela que j'attire l'attention des droits de l'homme, aussi bien en France que partout ailleurs dans le monde. Voilà, en espérant que tout de même cet appel sera entendu une fois pour toutes. Sans aucun doute. Alors, Paul Caillard, est-ce que tu soutiens cet appel de Roger Ben Sadoun? Est-ce que tu es au courant de ce dossier-là? Non, mais je suis au courant de ce problème. Ce genre de problèmes, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire, dans d'autres domaines. Et il est tout à fait normal que tout cela puisse se résoudre, qu'on puisse au moins juger les gens de manière à ce qu'on sache où on en est, que la Côte d'Ivoire puisse se développer, car actuellement, il y a beaucoup de blocages dans l'économie de ce pays, du fait que sur le plan juridique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées. Donc, plus ces genres de choses seront réglées, eh bien, plus ça assainira le paysage politique et économique du pays, eh bien, plus la paix reviendra et que les élections pourront se faire avec beaucoup plus de facilité. Au nom de la démocratie, hein, puisque la démocratie là-bas en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est égal à la démocratie, par exemple, en France? Est-ce que vous croyez à ça, franchement? Non, mais on ne peut pas comparer les démocraties. Un pays d'Afrique, hein, attention. Même dans des pays d'Europe, la démocratie en Angleterre, ça ne se passe pas de la même manière que la démocratie en France et pareil comme en Amérique ou en Allemagne, etc. Il y a toujours des nuances dans les différents pays. Et en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie, bien entendu, mais elle est sous l'influence de la culture et du passé de ce pays et des traditions culturelles, si on veut dire, ou tribales, l'organisation même sociale du pays. Alors, on essaie de parvenir à la solution la plus démocrate possible, la plus juste possible, mais on a quand même beaucoup de freins qui sont des freins sur le plan social, qui sont des freins sur le plan culturel, qui sont des freins sur le plan politique. C'est grave quand même.
Alors, mes amis, je veux vous remercier d'accepter mon invitation, d'être ce soir mon invité. Je ne vais pas vous retenir plus que ça cette fois-ci. La prochaine fois, on va aller jusqu'à 6 heures du matin pour là. D'accord. Parce que toi, tu m'avais dit que tu veux bien rester jusqu'à 6 heures du matin. Mais Roger Ben Sadi, d'où regarde sa femme, elle va le tuer, hein? Non, c'est pas la question, David. Mais tu sais que ma femme est rentrée à la maison après 16 mois d'hospitalisation. Après son accident dans les escaliers, elle était pas malade. Comment va-t-elle? Ça va? Non, ça va, mais elle marche avec des béquilles. Mais puis, il faut que je fasse attention parce que quand je suis pas là, elle veut faire tout elle-même et ça m'embête, quoi. Alors, je suis obligé de la surveiller. Surtout que tu es un mari fidèle. Ah, bah oui. Serviable, surtout. Bien sûr, ça va faire bientôt 75 ans qu'on est mariés. Hein. 75 ans? Oui, oui, oui. T'as quel âge? Tu as 100 ans, là? 100 ans, 100 ans. Et bientôt, comme on dit chez nous, jusqu'à 120 ans, comme Abraham. Alors, 79 ans, Oui. Pierre Marion, il avait, quand il est décédé, né en janvier. Non, Pierre Marion. Pierre Marion, janvier Non, il a pas 1921. Ah bon? Ah oui, 1921, presque 80 ans, voilà, on peut dire. Ah, je croyais qu'il avait plus que ça. Ah non, attends, 20, ça fait 90 ans, non. 1920. Ah, 21, donc 90 ans. 90 ans, voilà. T'as raison, Et t'as raison. 90 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, tiens. Oui, et il est né le mois de janvier 1921. Eh ben écoute, ça fait penser que j'ai un oncle qui a dû faire 90 ans, je ne me suis même pas rendu compte, tu vois. Moi, mon grand-père, il avait fait 120 ans. Eh ben, comme Abraham, je t'ai dit. Voilà, comme Abraham, parce Voilà. qu'il était un Abraham, mon grand-père, là. Ouais. Ah, oui, il a voyagé partout dans le monde à l'époque. Chez nous, c'est ce qu'on dit. Ouais. Jusqu'au jour, il y en a un qui a dit à l'autre, je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans. Et l'autre, il le tape et il donne une gifle. Et il lui dit, pourquoi tu 120 ans? Et si je dois vivre plus longtemps? Pourquoi tu limites à 120 ans? Oui, c'est vrai, bravo, il a raison, non? Non, il avait tout à fait raison. Voilà. Bon, ben Alors, écoute. Paul Kaya, dernier mot, s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire, à nos auditeurs? Je vais remercier toutes et tous que vous étiez restés avec nous jusqu'à maintenant. Merci de vos appels, merci de vos interventions, mes chers amis. J'étais tellement ravi d'être encore avec vous. Je vous embrasse toutes et tous. Mais si vous permettez, je vais laisser la dernière parole à mes invités, Paul Kaya et Roger Ben Sadoun. Paul Kaya, je vous écoute. Allez. Avant de dire au revoir, quand même, un petit message, un grand message. Monsieur le ministre, on vous écoute. Non, là, le seul message que j'ai à transférer, c'est de dire que nous vivons maintenant dans une période, nous sommes en plein 21e siècle, ça c'est le 3e millénaire. On a dépassé le temps de la marine à voile. Par conséquent, les relations entre les pays doivent atteindre un niveau tout à fait différent, surtout avec le développement de la technologie actuelle. En conséquence, le problème numéro 1 pour l'Afrique, c'est celui de la formation de ces hommes, afin qu'ils arrivent à maîtriser les données de l'économie de leur pays. C'est bien beau de pouvoir les aider en accueillant correctement leurs ressortissants qui viennent en France. C'est bien beau que l'Europe leur donne du travail, mais la meilleure solution, c'est de les aider à maîtriser les facteurs économiques de leur pays afin qu'ils puissent apporter le meilleur d'eux-mêmes à la communauté internationale. Mais je sais que tout cela est avant tout un problème des Africains eux-mêmes, car ce n'est pas l'Occident qui freine des élections en Côte d'Ivoire, par exemple, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui n'y arrivent pas, alors que les Nations Unies, la France, etc., pressent ce pays à les faire le plus tôt possible, mais ça traîne. Donc là, c'est une pierre dans le jardin de l'Afrique. Donc nous devons essayer de nous former nous-mêmes, de développer notre pays afin que nous puissions en maîtriser tous les paramètres. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvons discuter. Je crois pour ma part que parler de mettre tout sous le dos de la colonisation, mettre tout sur le dos des impérialistes, mettre tout sur le dos de la concurrence entre la Chine, l'Amérique, la France, etc., ça c'est un leurre. Le premier problème, c'est nous-mêmes, c'est nous qui devons acquérir des compétences qui peuvent nous permettre de maîtriser nos facteurs de développement. Oui, moi je pense comme Paul,
et je dis que les Africains sont capables de prendre leurs affaires en main. J'ai toujours pensé aussi qu'il fallait aller là-bas, sur place, pour faire la formation, pour former des ingénieurs, pour former des médecins, pour former des facultés, pour construire des facultés. Bon, je pense que tout peut se faire là-bas et que les Africains, non seulement ils ont une très grande intelligence, ce sont des gens qui ont une très grande philosophie, une très grande sagesse, qui sont des philosophes, et puis on l'a dit tout à l'heure aussi, ce sont nos frères. D'ailleurs, quand on va au Sénégal, moi je connais bien le Sénégal, quand j'arrive, le chauffeur de taxi qui vient me chercher, il me dit « Mon frère, je suis content de te voir ». Oui, je ne connais pas plus que ça, mais déjà je suis son frère. Et pourquoi ne serions pas nous, les frères des Africains? Et ça me permet de faire le lien aussi avec ce qui se passe en France, c'est que tant qu'on n'aura pas cette valeur qui est essentielle pour nous tous de liberté et de fraternité, mais pas n'importe quelle liberté aussi, il faut faire attention. Il faut éviter les excès de langage. Les excès de langage, ça fâche quand même au bout d'un certain temps. Donc il faut essayer que chacun respecte l'autre. C'est ça le problème. Il faut garder sa dignité, mais il faut dire aussi que l'autre doit avoir aussi sa propre dignité et que c'est ça qu'il faut respecter. Et par là, les choses ne pourront aller que mieux. Malheureusement, il y a depuis quelque temps, je trouve qu'il y a la politique qui pourrit tout. Et ça, il faut arrêter peut-être que les gens raisonnent uniquement en fonction de la politique qu'ils voudraient avoir, qu'ils voudraient faire, ou qu'ils soient trop soumis aussi peut-être à l'opinion publique qui n'est faite que par la presse, par les médias. Il faut aussi qu'ils aient leur propre opinion et leur juge arbitre. Et moyennant quoi, tout n'ira que mieux. Et grâce à la radio de Ici Maintenant, eh bien, nous aurons peut-être demain des gens heureux qui nous diront chaque fois qu'on viendra, on est heureux de vivre dans ce pays. Bravo. Merci Roger, merci Paul. Voilà, c'était mon émission de ce soir, dernier samedi du mois de mai. Je vous embrasse toutes et tous. Mais avant de nous quitter, je veux ajouter à ce que Roger toi viens de dire. Je suis informé que le président Sarkozy il a mis en place un service de développement de collaboration avec l'Afrique dans le ministère d'Éric Besson, même un conseiller à ce sujet-là. Et ils ont déjà investi plusieurs millions d'euros pour cette collaboration avec l'Afrique concernant l'immigration et le développement des pays africains qui sont en contact avec la France. Pour ça, s'il y a des associations, des mouvements qui sont très très forts, qui sont très actifs, il faut commencer à travailler, à bosser avec Éric Besson et son équipe. Voilà, ouais. C'est-à-dire de ce côté-là, il travaille, vous voyez, la machine de développement et de collaboration positivement, humainement, ça fonctionne. Voilà. Oui, Paul, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, je voudrais ajouter une chose, c'est que j'ai appris hier soir un aboutissement d'un problème douloureux qui se passait en France, à savoir que le Conseil constitutionnel a exigé qu'il y ait maintenant une égalité absolue entre le traitement des anciens combattants, quelle que soit leur origine en France. C'est un problème qui était un problème douloureux ici en France, puisque les anciens combattants qui étaient soit des Africains ou des Polynésiens, etc., n'avaient pas la même pension que les anciens combattants français, alors qu'ils ont fait la même guerre, ils ont souffert de la même manière. Alors, le Conseil constitutionnel vient d'annuler les décisions du gouvernement français qui, maintenant, est invité à établir une égalité entre le traitement de tous les anciens combattants. Excellent. Merci pour cette information, Paul. C'est-à-dire, comme vous pouvez constater, la France avance, malgré des problèmes économiques qui existent dans le monde entier. On est en train de bien sortir, j'espère. Et on va dire bonne chance à tout le monde.
Merci à toutes, merci à tous. Au revoir et à très très bientôt. Mais nos émissions sur 95.2 FM Radio, ici maintenant ça continue, mes chers amis. Restez à l'écoute de votre radio. Encore, je vais vous remercier tous nos amis fidèles à cette radio. On va remercier Didier Deplège, notre président, mon ami, que depuis presque 30 ans, il a fondé cette radio qui est amie avec plusieurs milliers de familles, même peut-être millions, grâce à l'Internet maintenant ce soir. On a été écouté partout dans le monde. Merci Roger Ben Sadoun. Puisque tu es sur Facebook, tu peux aller à la maison, regarder notre émission sur Facebook, sur mon page, parce qu'on est amis, tu peux aller le voir. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Ici et maintenant, 24 heures sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com.